de consacrer ce temps-là sur la question des liens entre les associations et la recherche. Pendant longtemps, les deux mondes ont vécu un peu en parallèle, avec un peu de la défiance. On a vu ce matin un exemple avec Olivier qui nous parlait de la tiédeur que pouvaient apporter les chercheurs par rapport au monde associatif. Voilà, donc on était un peu dans cette ambiance un peu de défiance. Les associations dans l'action ne voyaient pas trop entrer dans le temps long de la recherche. De la même manière, les chercheurs s'intéressaient peu au savoir situé et au savoir d'expérience et abordaient plutôt les associations comme des terrains de recherche. Depuis quelques années, on voit que ça change pas mal. Les lieux de croisement possibles des savoirs apparaissent, comme par exemple des programmes comme celui porté par Univaso, dont on va parler. Il y a des exemples nombreux de travail partagés via des boutiques des sciences. On en a maintenant 3 en France, et ça aussi, on va en parler. Et puis tout ce qui se développe évidemment autour de la recherche participative, la recherche-action, la création de l'IFRA, l'Institut français du monde associatif, montre également une volonté de mieux faire dialoguer les deux mondes, voire à ce qu'ils se mélangent pour construire des connaissances utiles tant à la recherche qu'au monde associatif. Il y a aussi la création de postes FONGEP Recherche, dont on est toutes les deux en poste FONGEP Recherche. Ça marque aussi une volonté de créer des ponts entre ces deux mondes. Donc maintenant, il y a des outils qui se construisent, il y a des espaces possibles de rencontres, des productions de nouvelles connaissances, et on va se poser la question de qu'est-ce que ce monde de la recherche peut apporter aux associations et vice-versa. On va avoir des interventions de 10 minutes par personne pour que chacun puisse décrire. Donc on a Florence, Yéna, enfin tout le monde va se présenter en fait, chacun à son tour va se présenter, 10 minutes par personne, et peut-être qu'on va commencer par une petite présentation chacun de qui il est et Donc, je bonjour à tous et à toutes. Je suis Thomas Chevalier, du coup, moi je suis docteur de l'Université de Lille, sociologue et postdoctorant. Voilà, je travaille sur le monde associatif. Moi, je suis Florence Yéna, je travaille à l'Université de Lille pour la boutique des sciences sur le programme recherche participative qui a démarré en 2009. Enfin, la boutique des sciences a démarré avant, mais à l'Université de Lille, ça a démarré en 2019. Guillaume Delcourt, je travaille pour le comité régional olympique et sportif des Hauts-de-France. Et à ce titre-là, je suis membre du mouvement associatif, une tête de réseau qui coordonne des coordinations associatives intersectorielles. Le sport en fait partie, mais on trouve aussi la culture, l'environnement, le secteur sanitaire et social, etc. Et donc, c'est à ce titre-là aujourd'hui que je viens, avec Marie Dory, qui se présentera après, présenter le programme Univaso dont on va vous parler. Et du coup, je me présente aussi Marie, je travaille pour le mouvement associatif. Aujourd'hui, je suis co-animatrice de cette table, donc je ne m'exprimerai pas beaucoup, mais effectivement, on travaille sur le programme Univaso avec Guillaume et l'ensemble de nos membres. C'est Guillaume qui vous en parlera. Bonjour à tous et à tous. Donc bonjour à toutes et à tous. Moi je suis Cyril Fiorini, je suis salarié de l'association Sciences Citoyennes et également je tente de finaliser ma thèse. Donc, je suis doctorant et, sur la recherche participative. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Émilie Dias et je suis chargée de mission en recherche participative au sein de l'Université de Lille et je travaille aux côtés de Florence à la boutique des sciences dans l'accompagnement de projets de recherche participative. On va démarrer tout de suite avec toi, Cyril. C'est moi. Ouais, c'est
Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que la recherche participative pour toi? Alors, je vais essayer de répondre en donc j'ai que 10 minutes. Ouais, c'est ça. Ouais. T'as 10 minutes. C'est très dommage. Je vais essayer de respecter l'exercice. Faut que je parle plus fort. D'accord, ok. Donc, ouais, je vais essayer je vais essayer de suivre un parcours que j'ai un peu préparé quand même pour répondre à la question. Et je vais partir quand même de l'association Sciences Citoyennes. Son objectif, c'est de donner le pouvoir aux citoyens sur les sciences. Je ne vais pas aller trop loin là-dessus. Mais donc depuis 2002, elle travaille sur différents axes d'activité. Je vais parler que d'un seul axe, qu'on appelle renforcer le tiers secteur scientifique. Pour faire très court, le tiers secteur scientifique pour Sciences Citoyennes, c'est notamment les associations. Et dans cet axe-là, on travaille depuis 20 ans sur le soutien et le développement des boutiques des sciences en France. J'en parlerai pas, les camarades sont là pour en parler. Et donc je vais se concentrer, mon intervention sur la recherche participative, qui est une des activités de l'association, c'est-à-dire travailler au développement des pratiques de recherche participative. Et donc, à Sciences Citoyennes, on a effectivement une définition assez particulière et spécifique de la recherche participative. Pour moi, ça résonne aussi parce que quand j'ai commencé à travailler à Sciences Citoyennes, j'étais en CDD et j'ai engagé après une thèse sur la recherche participative que je suis donc en train de finaliser dans un laboratoire de sciences techniques société, sociologie des sciences, histoire des sciences, au CNAM à Paris. Donc ma thèse porte aussi sur ces enjeux-là, dans les champs de la santé, de l'environnement et de la lutte contre la pauvreté, sur les pratiques de recherche participative. Ça résonne un peu parce que la définition va être à peu près similaire dans les deux cas, notamment parce qu'elle se fonde sur des travaux d'un sociologue qui s'appelle Michel Callon, et qui donc a travaillé sur ce que lui il a appelé la coproduction des savoirs, c'est le terme que j'utilise dans ma thèse. La science citoyenne, c'est la recherche participative. La recherche participative, c'est quoi selon cette définition-là? C'est un travail de collaboration pour viser la production de savoir. Et cette collaboration, pour nous, elle est liée à deux acteurs principaux, c'est les chercheurs et les associations. Il y a différentes manières de mettre en œuvre un partenariat entre les chercheurs et les associations pour différents objectifs. Nous, on vise surtout l'objectif de produire des savoirs, de produire de nouveaux savoirs. Et pour nous, ce processus de collaboration, il doit respecter certains principes, et notamment un principe qui doit être que les associations, quand elles s'engagent dans la production de savoir avec des chercheurs, elles doivent être là à toutes les étapes du processus, toutes les étapes de la collaboration, dès l'origine jusqu'à la fin du processus. C'est-à-dire que la question de recherche qui doit être soulevée en recherche participative doit être initiée par les associations, c'est-à-dire à partir du terrain, à partir des problématiques et des enjeux rencontrés, des difficultés rencontrées, des enjeux pour lesquels ils ont besoin, les associations ont besoin d'un apport des savoirs scientifiques, mais qu'ils soient co-construits avec les savoirs qui sont détenus par les associations. Je reviendrai sur la question des savoirs détenus par les associations. Ce processus-là, il doit être à visée de bien commun. Je vais le faire très très court. Donc en gros, on oublie les brevets, tout ça. La recherche publique, elle doit être au service de l'association et du bien commun. Voilà. Et donc les deux objectifs, ils doivent être très clairs dans ce processus-là. Il peut y en avoir plusieurs, mais les deux objectifs principaux, c'est la production de savoirs scientifiques originaux, et donc produits de manière rigoureuse, et donc la recherche scientifique va nous apporter des méthodologies aussi pour travailler sur la question de la rigueur de la production des savoirs, mais les savoirs qui vont être coproduits doivent aussi et surtout avoir une pertinence sociale, c'est-à-dire qu'ils doivent répondre à des besoins. Il faut que cette recherche-là, elle soit utile aux acteurs associatifs qui sont impliqués et qui répondent en fait que ces nouveaux savoirs nourrissent les problématiques rencontrées par les acteurs associatifs qui collaborent avec les chercheurs. Dans ces processus-là, il y a deux enjeux très forts. C'est la reconnaissance, c'est une égale reconnaissance des savoirs. C'est-à-dire que le savoir des chercheurs, il n'est pas plus important que le savoir des associations. Ça, c'est pas qu'un discours militant. Il y a une littérature scientifique très fournie qui a montré que les savoirs scientifiques, ils pouvaient nous envoyer dans le mur. Voilà, je vais faire très très court. Mais c'est très clair, il y a la littérature qui est là pour ça. La sociologie des sciences, l'histoire des sciences, philosophie des sciences ont montré que la recherche scientifique n'était pas neutre, le chercheur n'est pas neutre,
la recherche scientifique, quelles que soient les disciplines, n'est pas neutre. Il y a une dimension politique dans toute recherche scientifique et que les recherches scientifiques nous apportaient des savoirs partiels sur des enjeux complexes, donc étaient insuffisants et parfois nous envoyaient dans le mur. Donc voilà, très court. Donc la question de la reconnaissance de tous les savoirs dans des processus de recherche participative. Et l'enjeu de la réduction des asymétries de pouvoir. Les rapports de pouvoir, je l'ai dit dès le départ, hein, Sciences citoyennes, l'association travaille sur la question du pouvoir donné aux citoyens sur les sciences. Et là encore, l'enjeu, il est là. C'est-à-dire qu'il y a un lien très très fort entre le savoir et le pouvoir. Dans les recherches participatives, il faut avoir une vigilance très forte pour qu'il n'y ait pas une asymétrie de pouvoir qui se rejoue, en fait, telle qu'on la joue aujourd'hui, enfin, on la ressent et on la vit aujourd'hui quand on parle de recherche scientifique. Ça reste des savoirs dominants aujourd'hui, la recherche scientifique, qui bénéficient d'une légitimité au niveau des acteurs politiques dont ne bénéficient pas encore les associations et le savoir associatif. Donc quand je parle de pouvoir, je parle de la décision publique, on en a déjà parlé, la décision politique. En fait, toute décision publique, toute décision politique, elle doit se baser sur des savoirs. Pour qu'on puisse élaborer, peut-être en parlant d'une société, notre société qu'on souhaiterait, d'avancer vers un projet, quelles que soient les utopies qu'on veut mener, mais en tout cas, un projet émancipateur de transformation et avancer vers une société bien meilleure pour nous et pour notre environnement, il faut de toute façon produire les savoirs qui vont nous permettre de baser les décisions politiques et aussi l'action publique qu'il faudra mener. Et donc on a besoin de ces savoirs qui n'existent pas aujourd'hui. C'est des savoirs donc qui doivent s'inscrire à côté des savoirs qui existent déjà et qui sont déjà dominants. C'est la recherche scientifique et la recherche industrielle. En gros, c'est les décisions politiques. Je vais encore faire très court, très très rapide, faire des courts-circuits. Mais en tout cas, les décisions politiques, elles sont basées sur ça, le savoir scientifique, le savoir industriel. Nous, on dit que non, hein, il faut qu'il y ait d'autres savoirs qui s'inscrivent et des savoirs qui sont beaucoup plus pertinents. Et donc, c'est des savoirs qui doivent nécessairement nous aider à faire face aux enjeux complexes d'aujourd'hui. C'est le climat, c'est la pandémie, c'est la lutte contre la pauvreté. C'est des enjeux sur lesquels la recherche scientifique n'a clairement pas toutes les clés. Et on le voit encore aujourd'hui. Je vais avancer. Donc l'enjeu aussi de travailler sur la recherche associative, c'est aussi de mettre en valeur et de faire reconnaître les savoirs détenus par les associations et de démontrer que en fait il y a besoin, il y a une nécessité que l'expertise des associations soit reconnue par les savoirs, par la recherche scientifique pour mener des recherches scientifiques pertinentes à visée bien sûr de transformation et donc de décisions politiques. Donc c'est des savoirs scientifiques, des savoirs coproduits qui nécessitent aujourd'hui de répondre en fait, je l'ai déjà dit, aux phénomènes auxquels on fait face, pour nourrir en fait les bonnes décisions et les bonnes actions. Pourquoi les chercheurs devraient s'intéresser à la recherche participative? Parce que ça donne du sens à leur recherche, voilà, et parce que ça leur donne une pertinence sociale, c'est-à-dire que leur recherche scientifique, elle est utile. Voilà. Elle nourrit le travail associatif. Les associations, pourquoi s'ouvrir aussi au savoir scientifique? C'est parce que ça complète les savoirs détenus par les associations, ça permet d'aborder en fait les enjeux et les problèmes qu'on rencontre sur le terrain d'un autre prisme et d'éclairer en fait ces problèmes-là avec d'autres savoirs produits de manière scientifique. Et c'est aussi une légitimité qu'on gagne, en tout cas on gagne en légitimité. Aujourd'hui, c'est encore le cas, il faut aussi avancer et être lucide sur les rapports de domination qui existent encore aujourd'hui. La recherche scientifique s'impose encore à nous comme le savoir légitime pour la décision publique. Et donc, travailler avec des chercheurs, c'est aussi une possibilité d'avoir un gain en termes de légitimité vis-à-vis des acteurs publics politiques. Voilà. Donc, en gros, pour nous, la recherche participative comme forme de coproduction des savoirs, c'est une des pistes qui nous permettrait en fait de traiter, en fait, d'améliorer le fonctionnement de notre démocratie dégradée, parce que les projets qu'on doit nourrir nécessitent de produire des nouveaux savoirs. Ça a été très rapide en fait. J'ai essayé de le faire. Super. Dans le temps, incroyable.
Cyril, ce qu'on peut en tirer là, effectivement, c'est qu'il y a besoin de plus de démocratie dans la production des connaissances. Cette démocratie, elle se fait aussi en associant les personnes directement concernées dans la production de nouvelles connaissances. Donc, le dispositif, en tout cas l'approche dont tu parles, c'est peut-être l'approche la plus aboutie qu'on peut imaginer en termes de coopération entre des chercheurs et des chercheuses à l'université ou en dehors, et puis des acteurs et des actrices de la société, des citoyens et citoyennes. On a avec nous aussi Florence, Léna et Émilie Diaz. Vous êtes toutes les deux salariées de la boutique des sciences de l'Université de Lille, qui est une des 3 boutiques des sciences qui existent en France. Il y a d'autres pays qui sont plus dotés que nous, en tout cas on avance doucement. Et si je peux le résumer ainsi, votre rôle consiste à mettre en lien les ressources dont dispose le monde académique de la recherche et des questions de société qui sont posées par des associations ou des collectifs de citoyens, qui peuvent être des questions de l'ordre de, on va en parler, mais il y a un exemple qui peut être donné sur la gratuité des transports, la gestion de l'eau, et des questions qui concernent les citoyens et les citoyennes. Et pour vous, votre rôle, c'est de mettre en lien ces questions-là. Je me permets une petite description, mais c'est plus complexe que ça, et de faire se rencontrer ces associations et ces collectifs et les chercheurs et les chercheuses pour penser ces questions-là, et donc combiner les savoirs de la pratique et les savoirs académiques pour réfléchir à ces questions. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus du coup sur la science, comment ça fonctionne, et aussi peut-être ce que vous voyez des intérêts qu'on retire de ces coopérations? Merci de l'invitation. On va faire à 2 voix avec Émilie. J'essaie de faire 5 minutes, on va peut-être essayer bien 5 minutes. Bonjour à tous. Merci beaucoup déjà de nous avoir invités. Et, je suis déjà très ravie d'avoir assisté au premier échange ce matin. Alors, la boutique des sciences, c'est bien Cyril parce que tu en as un peu parlé déjà. Donc, l'idée, pour nous, c'est une recherche participative en réponse à la demande sociale. C'est un peu notre motif. Il faut savoir que donc, à Lille, la boutique des sciences est née en 2015 par une étude de préfiguration qui a associé donc, des chercheurs, des acteurs associatifs et des étudiants pour voir quels étaient en fait, les intérêts et s'il y avait une envie en fait, de monter un dispositif comme ça sur la métropole lilloise au départ et de savoir comment on allait le faire. Est-ce que ça allait être une association? Est-ce que ça allait être inséré dans l'université? Parce qu'il y a plusieurs modèles et ça peut influer aussi sur le travail. Et donc, en fait, il s'agit vraiment, je voulais quand même le redire au vu de ce qui avait été dit avant, il s'agit vraiment d'un groupe de personnes. C'est pas une institution qui a dit on veut monter une boutique des sciences. Donc, voilà. Je pense que c'est une grande différence quand même. Et donc, l'association citoyenne a aidé à pouvoir monter ce dispositif-là. Et aussi, le choix a été fait de l'insérer dans l'institution universitaire. Et c'est grâce au fait qu'il y a des personnes de l'université qui se sont, qui ont été à l'origine du dispositif, qui a permis que l'université s'en empare. Alors, l'université s'en empare au début, c'est un grand mot, mais aujourd'hui, je pense que c'est vraiment le cas. Donc, voilà. Alors, l'idée, c'est la boutique des sciences, elle est insérée dans un service qui s'appelle Valorisation économique et sociétale de la recherche. Je dis ça parce qu'en fait, à l'université, il y a beaucoup de dispositifs qui s'adressent aux acteurs privés pour leur permettre d'accéder en fait, à des outils de recherche, à des laboratoires, à des plateformes, etc. Et donc là, l'idée, c'est de dire, oui, mais les acteurs à but non lucratif qui n'ont pas les moyens, c'est quoi leur porte d'entrée? Comment ils font pour pouvoir accéder à l'appareillage de recherche? Donc c'est un peu ça l'idée de la boutique des sciences. Voilà. Donc en fait, nous, on recueille des questions, des demandes qui émanent des acteurs associatifs, collectifs, qui n'ont pas forcément une structure associative, mais voilà, groupe d'habitants, etc. Et depuis peu, les collectivités territoriales, pour essayer de répondre avec eux aux questions qui se posent, s'ils pensent qu'il y a un intérêt à avoir un soutien scientifique par rapport à ces questions-là. Alors donc, l'idée, c'est de circonscrire des questions pour les transformer en problématiques de recherche. Donc ça, c'est un premier travail qu'on fait ensemble, puisque les questions qu'on pose, des fois, que vous posez, des fois peuvent être très larges. Et donc nous, on va travailler avec des étudiants pour un premier défrichage des questions. Donc travailler avec des étudiants, c'est des stages de 6 mois. Du coup, ça nécessite de circonscrire les questions avec un contexte, quelque chose de localisé, avec des acteurs qui sont identifiés, etc.
Je vais tout de suite vous donner des exemples de questions, comme ça vous parlera plus peut-être. Des exemples de questions qui nous sont posées. Donc, par exemple, une association qui est en fait un foyer d'accueil de jeunes travailleurs qui veut travailler avec un accompagnement collectif, c'est-à-dire que le contexte c'est que les collectivités veulent les faire travailler sur des choses individuelles, l'accès au RSA, l'accès à l'emploi, etc. Et eux, ils veulent travailler en mode plus éducation populaire, en créant des collectifs, et ils veulent voir est-ce que cet accompagnement-là a un effet sur les parcours de vie des jeunes. Donc voilà, c'est un exemple de question. Donc là, on a fait appel à la sociologie, avec une méthodologie d'enquête, et aussi en intégrant les parties prenantes dans la réflexion. On se dit qu'est-ce que ça produit, etc. Après, on a une question plus sur les valeurs associatives dans un collectif, et se demander s'ils partageaient un peu les mêmes valeurs, et donc on a fait appel à la philosophie. Donc ça, c'est un peu prendre un peu plus de recul. La question, c'était qu'est-ce que prendre soin d'autrui. Voilà. Après, sur d'autres disciplines, donc plus sciences humaines et asociales, comme je dis en gauche, sur la pollution de l'air dans la métropole lilloise, essayer de faire une cartographie en faisant coopérer des cyclistes qui vont porter des capteurs. Donc ça, vous en avez peut-être entendu parler. Voilà, on appelle ça plus sciences citoyennes que sciences participatives. Donc, voilà, c'est des choses qu'il faut accompagner. Donc ça, c'est juste à titre d'exemple. Voilà, donc l'idée, une fois qu'on a circonscrit une question, une problématique de recherche, c'est qu'on travaille avec l'acteur associatif pour voir qui sont les personnes concernées. Donc là, dans le foyer de jeunes travailleurs, c'est aussi des jeunes directement. Donc on va essayer de ne pas produire une recherche juste avec des enquêtes, mais en essayant de les intégrer au dispositif pour qu'eux puissent aussi gagner en réflexivité sur leur propre parcours, sur ce que ça implique l'accompagnement, est-ce qu'ils sont, voilà, comment ils s'inscrivent dans le projet associatif, etc. Voilà, donc ça c'est un premier travail fait. Donc les parties prenantes, ça peut être des habitants, des professionnels, des usagers, bénévoles, comme on dit. Enfin, voilà, vous voyez un petit peu. Et donc ça a un impact sur la question de recherche qui est posée. Donc il y a un peu une négociation qui est faite avec les chercheurs en disant voilà le besoin social tel qu'il est, dans quel cadre conceptuel ça s'inscrit. Ça c'est voilà, nous on est là en tant que tiers veilleur entre guillemets. Là, peut-être Cyril pourra en reparler, pour essayer de faire en sorte que les intérêts de chacun soient bien respectés. Donc, on met en œuvre une méthodologie scientifique, ça implique aussi de faire peut-être des compromis sur certaines choses, mais l'idée, c'est vraiment de répondre à la question sociale. Sur l'accompagnement, je vais laisser Émilie en parler. Alors, on a une charte, justement, on pose tout de suite que voilà, la complémentarité des compétences, la non-hiérarchisation des savoirs entre les savoirs académiques et les savoirs expérientiels, mais ça, Cyril l'a déjà dit. Et du coup, ça m'amène. Ah oui. Donc, en fait, les questions qu'on nous pose de manière générale, concrète, ça peut être de l'ordre de l'évaluation des pratiques, des effets ou des impacts de l'activité associative. C'est aussi pour prendre le temps de prendre du recul sur son projet associatif. Qu'est-ce que ça produit, ce qu'on fait, dans quel sens on a envie d'aller, pourquoi on fait ça. Donc c'est vrai que notre accompagnement nécessite de passer du temps. Est-ce qu'il faut ce temps de la concertation entre les parties prenantes, les chercheurs, les étudiants, qui vont à chaque fois apporter, à partir de leurs compétences, des choses à l'édifice. Et nous, on déploie une méthodologie qui permet à chacun d'arriver à se comprendre et de pouvoir travailler ensemble, de co-décider ensemble. Et enfin, je voulais vous dire que voilà, au-delà des résultats des recherches, qui sont quand même des choses qui sont attendues par les acteurs, 6 mois pour la recherche, c'est très court, c'est un premier défrichage, mais c'est vraiment ce processus quand il y a un étudiant, une étudiante qui vient dans l'association et qui permet de faire bouger les lignes, parce que chacun va pouvoir réfléchir autrement avec un tiers veilleur qui accompagne, où chacun peut avoir sa posture en fait. Et c'est vraiment ce processus-là pendant 6 mois qui permet à chacun un peu, je pense, d'évoluer sur ses positions. Et au-delà des impacts des recherches qui sont quand même super durs à mesurer, je pense que c'est le processus qui est très intéressant. Voilà. Et donc après, si les acteurs souhaitent aller plus loin, parce qu'ils sont un peu frustrés après les 6 mois, on peut les accompagner avec le travail qui a été fourni, déposer
des appels à projets pour avoir des personnes en thèse, en CIF ou des postdoctorants. Voilà. Je te laisse la parole à Émilie. Merci. Donc, moi, je vais vous parler de l'accompagnement proposé par la Boutique des Sciences. Donc, en fait, la Boutique des Sciences se met vraiment au service de la coopération, ni au service du chercheur, ni au service de l'association, mais vraiment au service de la coopération entre les deux. Et se positionne un peu en tant que tiers accompagnateur à toutes les étapes du projet de recherche participative. Donc, ça passe déjà par poser un cadre de confiance, vraiment pour que les parties prenantes se sentent en confiance dans un environnement bienveillant pour pouvoir parler franchement de leurs intérêts, de leurs enjeux et pouvoir travailler conjointement, coopérer conjointement. C'est aussi, on veille à l'accessibilité de la démarche, on veille aussi à ce que il y ait une équité de parole entre les parties prenantes et que les intérêts de chacun soient respectés. On organise des temps collectifs de travail. Donc pour ça, on s'appuie sur des outils de recherche action participative qui ont été développés par des chercheurs canadiens. Donc c'est vraiment des techniques d'animation qui répondent à différents besoins, différents objectifs qu'on peut agencer, combiner pour pouvoir dérouler un atelier. Donc on s'appuie beaucoup sur du travail au sol, du travail sur les murs, avec l'idée que le mouvement permet de libérer la pensée et permet de lever certaines réserves des participants. On s'attache aussi à l'esthétique, au ludique. Et comme dirait un des chercheurs aussi, le travail sur post-it permet c'est un ticket d'entrée pour le dialogue, de réfléchir premièrement sur les post-it. Donc voilà, il y a une 50aine d'outils qu'on a à disposition pour répondre à des objectifs comme apprendre à se connaître, entrer en dialogue, planifier la suite du projet, comparer certaines choses et ça peut même aller jusqu'à évaluer et analyser. Il y a l'aspect convivialité aussi qui est important dans ce genre de temps collectif, c'est prendre du temps un peu informel où on peut se dire des choses, où d'autres choses se jouent dans ces moments-là. Et ce qui est important aussi, c'est l'apport de la ressource humaine, d'une ressource humaine sur 6 mois, qui permet vraiment de faire le lien entre les associations, enfin vous, et les chercheurs. Et c'est vraiment une ressource humaine qui est importante dans le projet, qui permet vraiment de construire un collectif. On s'attache aussi à ce que les résultats produits soient accessibles à tous et mis à disposition de tous. Donc à chaque fin de master, il y a un mémoire qui est produit, une synthèse vulgarisée qui est produite et une restitution orale au grand public. On propose aussi une formation en début de stage, une formation action interprojet où chaque projet de recherche participative peut se rencontrer, peuvent discuter entre eux et échanger sur leurs enjeux, leurs intérêts, leurs pratiques et ils se nourrissent en fait les uns les autres. Donc c'est vraiment intéressant comme formation. Et ensuite, dans l'accompagnement, on propose un soutien administratif pour, par exemple, rédiger les conventions de stage. On propose un accompagnement financier, on prend en charge les stagiaires, donc la rémunération du stage et les frais de mission annexes associés. Et comme le disait Florence, aussi on accompagne en phase 2 dans des projets plus ambitieux, on appuie au montage de dossiers pour des appels à projets ou appels à programmes plus ambitieux. Et je conclurai par 3 choses importantes que rappelle souvent Bertrand Bocquet, le directeur de la Boutique des Sciences. C'est que dans un projet de recherche participative et dans l'accompagnement de projet de recherche participative, il y a le lieu qui est important, bien circonscrire le périmètre de l'action, le périmètre du projet. Il y a la temporalité aussi qui est importante. Forcément, le côté participatif demande du temps pour apprendre à se connaître, bien saisir les enjeux de chacun. Mais c'est aussi
Mais ce temps-là permet aussi d'avoir une meilleure appropriation des enjeux par les parties prenantes. Et ce qui est important aussi, c'est la posture. C'est vraiment que chacun se mette dans une posture où on est tous au même niveau. Il n'y a pas de savoir plus haut que les autres. Le savoir expérientiel est au même niveau que le savoir académique. Et il faut vraiment que les parties prenantes intègrent bien cette notion de posture. Merci Émilie, merci Florence. On voit ici que la manière de faire est tout aussi importante que le résultat produit, que finalement c'est ce chemin-là fait ensemble, cette coopération entre les chercheurs et les chercheuses et les associations, les associatives et associatives est tout aussi importante. La production de connaissances en commun, elle est donc la visée, mais le fait de travailler ensemble, d'apprendre à se connaître, à dialoguer, à faire ensemble, c'est aussi tout aussi important. C'est une manière aussi de peut-être établir une forme de démocratie, d'accessibilité au monde académique, de le sortir un peu de sa tour d'ivoire, de s'inviter, que les assos s'invitent, ils mettent leur nez dans la recherche. Ça, moi, je pense que c'est aussi tout le temps ces démarches-là. Guillaume, si tu veux bien prendre la suite, il me semble qu'il y a plusieurs choses à partager. Ton engagement au sein du programme Univaso, mais même toi, en tant que personne qui travaille pour le France, c'est aussi invité à l'université, en tant que maître de conf associé, c'est-à-dire que tu n'as pas fait de thèse, et tu enseignes à l'université, donc c'est très beau. Et donc voilà, tu côtoies en fait ces deux mondes sociaux-là, et à la fois le monde associatif et le monde de la recherche et de l'académie, donc le témoignage nous intéresse particulièrement aujourd'hui. Oui, effectivement, je ne l'ai pas précisé dans ma présentation tout à l'heure, mais j'assure aussi une charge d'enseignement à l'université sur les sciences et techniques des activités physiques et sportives à l'université de Lille-Monchin. Donc ça me permet de connaître les deux aspects, enseignement-recherche et puis activité associative depuis plus d'une vingtaine d'années au sein du comité régional olympique et sportif. Ce qui me permet effectivement de témoigner, en tout cas pour commencer dans le secteur du sport, des tentatives de rapprochement entre ces deux mondes, universitaire et recherche et le secteur associatif, sous des formes différentes. La première que je vais citer, elle remonte finalement à plus de 40 ans, où on avait des enseignants-chercheurs, notamment en philosophie, je vais citer ici Bernard Jeu, qui étaient enseignants en philosophie, mais aussi dirigeants sportifs de clubs de tennis de table, de ligues sportives, et jusqu'à la présidence de la Fédération française de tennis de table. Donc il avait cette double vision et il a fait cette passerelle entre ces deux univers. Pas évident du tout déjà à l'époque. Ça a fait long feu, ça c'est tombé un peu en désuétude pour retrouver une nouvelle forme au début des années 2000, avec un financement qui venait du contrat de plan État-région. Je le disais tout à l'heure, on a parlé de la question de l'importance des financements. À l'époque, les pouvoirs publics, donc d'État et région, avaient accordé une ligne de crédit sur le contrat de plan État-région et qui permettait au secteur associatif d'aller vers, donc le chemin était celui-là, le secteur associatif sportif est allé vers l'université dans son ensemble, dans sa grande pluralité, puisque c'était sur l'ensemble de la région Nord-Pas-de-Calais à l'époque. Pareil, la tentative a fait long feu, au bout de 5-6 ans, ça s'est épuisé en grande partie parce que la vision des présidents d'université, où à l'époque ne voyaient pas forcément l'intérêt de se rapprocher. Et aujourd'hui, on connaît une troisième tentative sous une forme différente. Alors Marine l'a expliqué au départ, le poste que j'occupe au sein de l'université permet de faire cette passerelle et de lier aujourd'hui sous la forme d'un observatoire du sport les besoins du secteur associatif, sportif, avec les intentions de recherche de l'université.
nouvelle forme qui n'est pas si vieille que ça, elle a 3 ans maintenant, qui commence à prendre un peu de corps avec, c'était avant-hier, on est jeudi, donc, la deuxième journée de l'Observatoire du sport en région Hauts-de-France cette fois-ci. Et du coup, ça prend tout son sens de se glisser dans le programme Univaso, qui est porté par le mouvement associatif et l'Institut français du monde associatif. Parce qu'on est toujours fragile, hein, je viens de l'expliquer. Et c'est pour ça, c'est d'autant plus vrai que ce programme Univaso est précieux, parce qu'il permet de faire cette liaison. Aujourd'hui, par le lancement, par le portage, par le mouvement associatif, donc j'ai dit tout à l'heure, qu'il y a cette richesse d'être intersectorielle. Donc on retrouve le sport, on retrouve la culture, on retrouve l'environnement, on retrouve le secteur sanitaire et social. Je vais en oublier parce qu'il y en a beaucoup d'autres. Mais donc la pluralité apporte de toute façon une remise en question. En tout cas, nous, c'est vraiment le cas. Une richesse pour prévoir d'autres choses. Et puis, au-delà de la composition, puisque au sein de l'Institut français du monde associatif, il y a aussi des gens qui viennent des pouvoirs publics, d'État ou territoriaux. Hein. J'ai en tête des gens de collectivités ou d'anciens préfets, donc, qui apportent aussi une richesse dans le débat démocratique, comme l'a souligné Marine en introduction, mais qui a aussi une portée importante, bien plus importante que celle qu'on peut avoir quand on est seule tête de réseau. Et je souligne là l'importance des corps intermédiaires dans le dialogue avec l'autorité publique, qui, pour ces dernières années, on peut penser qu'on a été plus ou moins maîtrisé, mais cette importance de ce collectif, de cette force, et de cette portée et de ces entrées, permet quand même d'interpeller avec force et conviction, y compris les représentants du gouvernement. Je pense ici à la séquence qui a été organisée par le mouvement associatif national avant les élections présidentielles pour les interpeller sur qu'est-ce qu'ils allaient faire sur le secteur associatif, quelles étaient leurs visions, et notamment Madame Vertoury, qui est présidente du mouvement associatif national, qui a pris à partie le représentant du gouvernement de l'époque, M. Castaner. Donc fragile et précieux. Précieux de travailler sur ce fait associatif. Précieux de travailler aussi sur les notions de territoire, parce que c'est pas que sur des échelles régionales ou départementales, ça peut descendre jusqu'au niveau très local. Dans le secteur sportif, nous avons bien entendu une majorité d'associations qui vivent au très local, avec des budgets qui ne dépassent pas 9 000 euros. Donc on est sur des activités d'utilité sociale, d'intérêt général. J'ai entendu parler de la pétanque tout à l'heure à Saint-Saul, et ça a aussi son intérêt. On est sur plusieurs axes aujourd'hui, les modèles socio-économiques, parce que évidemment ça a une importance, sur les questions de gouvernance. Plus fort? Oui? Un petit peu plus fort, d'accord. Excusez-moi, alors, je vais forcer la voix pour monsieur. Les questions de gouvernance, sur les questions de relations au pouvoir public, et j'en ai déjà un petit peu parlé, le lien pouvoir public et associatif, et puis cette question de l'évaluation, notamment quand on reçoit des subventions publiques, c'est toujours une demande particulière. Je sais que ça va poser débat dans votre université d'été. Néanmoins, c'est quelque chose que l'on doit traiter. Donc tout ça pour arriver à une plus grande connaissance de ce que l'on est, de ce que l'on peut faire, de comment on peut le faire, pour comprendre, pour anticiper aussi pour une grande partie, pour construire quand on veut le faire tout seul, parce que quand on s'engage dans une association, c'est libre et volontaire. C'est pas ça, et du coup,
on construit selon son envie. On s'engage dans une association sportive, c'est parce qu'on a envie de faire du sport, on a envie de participer à un collectif, mais aussi de co-construire par rapport aux politiques publiques. Donc il y a les deux finalement. Et dans cette co-construction, eh bien, il y a les étapes de la recherche. Alors, Laurent l'a dit tout à l'heure, c'est très bien d'avoir les enseignants-chercheurs dès le début, très en amont, parce qu'ils nous amènent à réfléchir différemment, forcément, ils ont un prisme qui n'est pas le même que le nôtre. Et donc, les associer dès le départ permet, d'une part, de calibrer la recherche, mais en même temps de leur permettre d'accéder à des données auxquelles ils n'accèdent pas autrement. C'est vrai, très vrai dans le cas du secteur du sport, où on est un peu fermé, et cette démarche d'aller vers, que nous continuons à faire, est très importante pour permettre à la recherche de venir accéder à ces données et finalement d'avoir quelque chose, une analyse, une évaluation qui est plus pertinente et qui est moins, je le dis, hors sol, parce que ça a été un peu dit au départ, mais vraiment appliqué. Donc, ce qui nous amène à cette notion de recherche participative. Dans Univaso, on a eu ce débat, et dès le départ, dès le lancement, on a réglé le problème. Quel que soit le concept de la démarche participative, on l'écarte, nous, de ce point de vue d'Univaso, on prend tout. Tout est intéressant pour nous, quelle que soit la méthode. Et donc, finalement, les débats interuniversitaires, à la limite, on vous les laisse. Et on prend toute l'intelligence, puisque ce qui marque Univaso, c'est qu'on veut en faire un lieu convivial, parce qu'on veut rendre les choses faciles pour les universitaires, mais faciles pour le secteur associatif de pouvoir dire ce dont il a besoin, ce dont il a envie. On veut rendre les choses intelligentes. Alors forcément, avec la recherche, on va y arriver plus facilement que si on le faisait tout seul. Et puis on veut rendre les choses utiles, parce que forcément, de tout ça, on doit pouvoir progresser dans nos actions, dans notre compréhension et dans notre lien avec les pouvoirs publics, évidemment. Donc, convivial, intelligent et utile, ce sont un peu les trois moteurs que l'on va retenir pour Univaso. Ça veut dire que j'ai fini ça. Pardon. Alors je garde le reste pour les questions-réponses. Merci beaucoup. Et maintenant, on va demander à Thomas Chevalier, qui est chercheur et qui travaille sur la question du financement des associations et du lien avec la question de la subvention, de nous raconter un peu comment tu abordes, toi, ce travail avec les associations, comment tu le penses, comment ça se passe. Ouais, alors, merci pour l'invitation et désolé de ne pas avoir pu être là avant, il y a un autre congrès en même temps, voilà. Et désolé, du coup, je vais un petit peu revenir sur mon parcours et revenir sur plein de choses qui ont été dites, l'engagement tiède des chercheurs, chercheuses, des choses comme ça et tout ça. Moi, ça me fait bien, je pense que c'est bien de... Mais, et pour terminer sur... enfin voilà, j'espère qu'il n'y aura pas trop de redité, tout ça. En fait, pour revenir sur... En fait, en tant que sociologue, on présente souvent l'apport de la sociologie pour les acteurs qu'on étudie, et notamment donc ici le monde associatif, comme évident. Et comme si on permettait au monde social de mieux se connaître lui-même, se comprendre lui-même. Mais en fait, moi, dans mon parcours de chercheur, je me suis finalement beaucoup rendu compte que ce rapport un peu positif, win-win, en fait, il n'avait rien d'évident, vraiment rien d'évident, surtout dans la période actuelle, en fait. Voilà, surtout dans la période actuelle et notamment lorsqu'il s'agit, comme moi, d'étudier par exemple donc, le monde associatif ou les mouvements sociaux. Alors, comment dire? En fait, moi, dans mon master, puis ensuite dans ma thèse, puis encore aujourd'hui, j'ai étudié des associations implantées ou intervenant dans des quartiers populaires,
à Lille et à Berlin. Je les ai étudiés par l'ethnographie, donc c'est-à-dire par l'immersion dans les activités quotidiennes, pratiques, voilà, des assos, et donc d'assos, on va dire, d'animation socio-culturelle, et donc partenaires de l'action publique, voilà, et aussi des associations plus militantes, notamment sur les problématiques de logement. Et mon enquête, elle porte donc notamment sur l'influence des pouvoirs publics sur les associations, sur l'influence sur leur capacité, et leur propension à la critique. Moi, je suis chercheur en sciences politiques, en sociologie politique, donc c'est voilà l'influence sur leur capacité à interpeller les institutions, à politiser donc au sens large les difficultés rencontrées, alors que ce soit par elles-mêmes ou par le public qu'elles cherchent à accompagner, voilà. Et bon, et comme beaucoup de chercheurs, de chercheuses, mon propre parcours de recherche a contribué à ma propre politisation, ça c'est clair, et si bien que du coup j'ai cherché dans, on va dire, mon fort intérieur, comme à l'extérieur, dans les associations, ou même face à mes proches, j'ai beaucoup cherché à faire sens de ma démarche d'aller enquêter donc, dans ces associations, donc pour produire des résultats scientifiques. Donc en fait, c'est pas évident, et on dit mais qu'est-ce que tu fais ici en fait, en quoi ça va nous servir et tout ça. Et en fait, et donc du coup, quand on cherche, quand on fait de l'introspection aujourd'hui, on sait aussi qu'on fait carrière. On fait carrière on est poussé par plein de choses à faire carrière sur le dos de nos acteurs finalement, qui pourraient être un peu, un peu sec et désenchanter la chose. Je pense que c'est un point important parce que je me suis rendu compte à quel point les conditions actuelles de la recherche en France, bon, et dans le monde, rendent le discours sur la complémentarité finalement difficile à tenir. C'est vraiment. En fait, moi j'étais doctorant non financé, donc entre nous on appelle ça les précaires de l'enseignement supérieur et de la recherche. Alors on pourrait discuter du terme de précaire par rapport à d'autres formes de précarité, voilà. Mais c'est surtout le rapport à l'avenir, voilà. En fait, on est beaucoup des associations, dans le sens, moi j'ai retrouvé ce côté-là pour financer ma thèse, je répondais à des appels à projets, donc finalement, voilà, et donc on entre dans un milieu dans lequel les postes pérennes sont clairement en voie de disparition, et donc en fait il faut faire la différence par rapport aux autres. On est mis en compétition, qu'on le veuille ou non. Il faut faire la différence, faire que le CV soit plus intéressant. Enfin voilà. Et donc j'ai vu jusqu'où j'étais capable d'aller pour obtenir des matériaux d'enquête. Et donc que j'allais pouvoir convertir en fait en ressources professionnelles. Vous voyez, c'est vraiment c'est vraiment ça qui se passe, quoi. Et du coup, ça a été assez compliqué cette introspection-là, parce qu'en fait on voit donc un monde finalement de précarité, le monde associatif, notamment les quartiers, des collectifs qui souffrent parce qu'ils ont du mal à faire collectif, à continuer à faire collectif. Et voilà, moi je ne pouvais pas ou je ne devais pas intervenir aussi, parce qu'il y a l'idée de on regarde et puis on observe et puis on comprend, et voilà, est-ce qu'on intervient? Non, mais c'est vrai. Et puis, et voilà. Et ensuite, après, il faut aller communiquer dans des congrès, il faut publier, il faut tirer profit de ce malaise, en fait. On est poussé à ça. Donc moi, voilà, moi, j'ai beaucoup souffert. Je souffre encore de ce phénomène qui pousse, voilà, à tirer parti de la misère, des assos, et derrière des publics, des quartiers. On fait aussi son beurre sur les quartiers populaires. Et on le voit,
on voit aussi à quel point il y a certaines régions du monde associatif qui ont été surinvesties par les chercheurs, les chercheuses, avec un épuisement de ces acteurs et on voit même des acteurs associatifs qui ont développé une certaine forme de culture de la réception des acteurs associatifs. Ce qui pose vachement de questions aussi sur qu'est-ce qu'on va pouvoir produire comme matériaux derrière, parce qu'en fait, potentiellement, les acteurs ont prévu quelque chose, puis derrière, ils savent aussi, il y a un texte caché sur les chercheurs, et tout. Donc voilà, et puis bon voilà, mais depuis la fin de ma thèse, et notamment par une nouvelle recherche que je fais sur les financements associatifs qu'on a lancé avec Julien Talpin, avec Anaïs Bertrand qui est là ici, avec Cécile Rodriguez, et notamment avec le soutien pour initier de la boutique des sciences, voilà, on a, moi et enfin, on a entrevu des manières de rendre au monde associatif. En fait, l'idée ce serait voilà, ce qu'il a pu donc m'apporter, nous apporter. Donc, bon, alors moi, c'est à travers notamment des restitutions dans certaines des associations que j'ai enquêtées, ou par exemple, là, j'ai fait un atelier de qualification organisé par Profession Banlieue, en Seine-Saint-Denis, donc qui est un centre de ressources politiques de la ville. Voilà, et donc, j'ai vu et je vois que en fait, il y a un intérêt à faire ça vraiment parce que pour les acteurs, actrices associatives, ils peuvent aussi tirer le profit de certains résultats d'enquête. Par exemple, dans les quartiers, il y a quand même beaucoup de responsables associatifs, d'animateurs, d'animatrices, voilà, qui souffrent clairement il y en a qui souffrent pas trop, mais finalement, qui trouvent ça normal, mais il y en a quand même beaucoup qui souffrent du décalage entre voilà, les aspirations militantes d'émancipation et puis la réalité d'une dépendance, d'une subordination, d'une instrumentalisation vis-à-vis des pouvoirs publics et qui les pousse à prendre en charge des actions qui n'ont pas de sens, voire même à empêcher la mobilisation des habitants et des habitantes, finalement. Et j'ai l'impression que, en tout cas, en fait on leur dit beaucoup des choses qu'ils savent, mais en fait, ils ne sont pas légitimes de penser. Et donc, en fait, nous, on arrive au moins pour légitimer en disant oui, vous avez raison. Par exemple, le problème, c'est l'appel à projet. En fait, l'instrument appel à projet. Et il faudrait une revendication, l'abolition de l'appel à projet. En fait. Mais en fait, c'est juste que non, mais par exemple, et en fait, tout le monde le sait, ça, mais on le formule pas. Et donc voilà, moi j'arrive et donc je me dis merci de le dire, voilà. Bon, c'est des trucs bêtes, mais voilà. Il y a aussi un problème dans l'informalité partenariale. Ce que je dis aussi, il y a quelque chose qui se joue de mais non, mais vous inquiétez pas, on est collègues, on est pareil, avec donc les élus, les administrations et tout ça. Et en fait, il y a quelque chose de très malsain qui se joue là-dedans. Voilà. Et puis bon, enfin voilà. Donc le problème ne vient pas ou pas que du monde associatif. Vous voyez, donc ça c'est vraiment des choses qu'il faut dire. Et voilà, aujourd'hui, bon, je suis encore, pour finir, bon, aujourd'hui, je suis encore sur le marché des emplois précaires de l'enseignement supérieur et la recherche. Mais j'espère vraiment que mes recherches, si je continue à être chercheur, d'ailleurs, c'est pas sûr que je continue, mais j'espère vraiment que mes recherches soient entièrement tournées vers voilà, la défense de cause, comme ça. Là, je termine. Ce qui doit passer par la construction d'objectifs communs de connaissances, et donc là, c'est très bien. Même si ça pose des questions, et là c'est aussi terminé là-dessus, je pense que c'est pas si simple, encore une fois aussi, dans la mesure où une transparence complète empêche aussi aux chercheurs de dévoiler certains aspects dérangeants. Il y a quand même des choses assez dérangeantes, et par exemple, donc là je vais dire quelque chose, c'est le fait que le monde associatif, il est aussi trusté, on peut dire, par certaines classes moyennes, et que, en tout cas, il est traversé par des logiques de domination, de différenciation sociale. Et moi, je le vois dans les quartiers, il y a des gens qui ne lâcheront jamais leur poste à des habitants. Ça, c'est quand même un des trucs qui est important de poser. Donc voilà. Donc par exemple, et ça,
on pourra jamais construire un objectif de on va travailler là-dessus avec vous, en fait, parce que je comprends très bien, on n'a pas envie de travailler là-dessus. Voilà, je vous remercie de votre attention. On va peut-être tout de suite passer la parole parce que c'est notre dernière petite demi-heure à un échange. Ok. D'accord. Oui, alors, je suis ravi de la dernière intervention. Et quand il a dit, il y a des chercheurs qui sont tièdes, mais il y a des chercheurs et des universitaires qui sont chauds brûlants. Des chercheurs qui vont plus loin que leur champ d'investigation. Je ne pourrais citer que 2 exemples d'un géographe bien connu de Lyon 2, Sciences Po, urbaniste, Guillaume Faburel, et d'un chercheur, sociologue et géographe de l'université de Clermont-Auvergne, qui s'appelle Pierre Couturier, qui a été un des acteurs du dictionnaire des communs sur la question des sectionaux, sur comment réintroduire la paysannerie dans nos territoires. Et on travaille sur 2 problématiques. Certains connaissent peut-être Guillaume Faburel. Non, alors que je vous explique quand même. Guillaume Faburel est un des géographes qui transgresse un peu le rôle peut-être des universitaires et qui sont des activistes. Pierre Couturier, pareil, c'est aussi un universitaire activiste et qui travaille directement pour Faburel avec des associations, un collectif qui s'appelle les États généraux du post-urbain. C'est lui qui a écrit Les métropoles barbares et En finir avec les grandes villes, et qui s'intéresse au territoire périphérique des grandes métropoles. Pierre Couturier est aussi un activiste local qui anime avec moi et d'autres un collectif qui s'appelle Habitants, Habiter, Habitat, et particulièrement sur les questions de l'ANRU, sur la métropole de Clermont-Ferrand, et comment on introduit la parole des habitants et l'action des habitants de ces territoires en rénovation urbaine dans des parcours résidentiels alternatifs. Et donc, j'aurais aimé connaître la position des universitaires ici présents sur le fait du positionnement de ces chercheurs universitaires qui s'investissent dans l'action et au-delà, peut-être de, je ne sais pas comment dire, d'une vision décalée. Ils deviennent des acteurs. On va prendre peut-être une deuxième question. Bonjour, moi je m'appelle Anaïs et je suis chercheuse, mais aussi au sein du mouvement associatif Hauts-de-France. J'avais envie un peu d'apporter cet autre regard encore d'une personne qui soit vraiment la milieu des 2 mondes. Enfin, vous l'êtes tous et toutes aussi, mais là c'est d'une autre manière. Je fais de la recherche pour le compte, vraiment j'ai eu une commande pour ma thèse et je réponds à cette commande en l'adaptant aussi avec mes propres intérêts de chercheuse. Enfin, voilà, c'est tout un travail de négociation, beaucoup de choses à faire là-dessus. Je voulais juste alimenter ce que disait Thomas sur le fait que oui, enfin, on peut. C'est hyper important, hyper intéressant, etc., de travailler ensemble, que les associations puissent aussi se relier à quelles sont les questions de recherche intéressantes, etc. Mais je suis d'accord que ça laisse aussi forcément des angles morts. Je dois parler plus fort, ok. Pourtant, je donne déjà. Ça laisse des angles morts, mais c'est aussi dans moi ce que j'ai vécu là. Je suis aussi poussée par les intérêts de mon association, ce qui est forcément le cas quand je suis payée par elle-même. Je suis poussée vers de la valorisation de ce que fait l'association, ce qui est logique,
Donc c'est à moi de ensuite faire le travail de bien séparer qu'est-ce qui est le travail de com, de valorisation, d'évaluation, ça dépend comment on l'appelle, qu'est-ce qui est le travail de recherche. Tout ça, voilà, c'est juste pour rappeler qu'il y a des intérêts aussi qui se mêlent plus on mêle le travail, plus on mêle les intérêts aussi. Et ça fait peser des choses sur ces personnes comme moi, comme les personnes en cible, comme qui sont au milieu. Il y a des tiraillements forcément que ça crée. Je voulais juste faire entendre ça. Et sinon, sur la question de la participation, de la recherche participative, moi, c'est aussi quelque chose qu'on m'a demandé quand je suis arrivée dans mon poste et dont je me suis honnêtement peu à peu éloignée parce que concrètement, c'est ce que disait Thomas aussi, on me force à faire une thèse en 3 ans. J'aurais jamais fini en 3 ans, donc je vais finir dans la précarité aussi, c'est sûr et certain. Grosso modo, j'ai compris au fur et à mesure que je n'avais pas les moyens des ambitions. Je n'avais pas les moyens. Et donc, je voulais poser là la question de quels sont les coûts de la recherche participative, de la participation en général. Il faut être formé, je n'ai pas été formé à ça. Il faut du temps, il faut de l'argent. Et du coup, qui encaisse un peu ce coût-là aujourd'hui et sur qui est-ce qu'on fait porter ce travail supplémentaire? Moi, on m'a demandé de le faire. J'ai commencé à le faire un peu avec des acteurs qui sont des professionnels de sciences sociaux. Et je leur faisais en fait à eux porter ce temps-là, c'est leurs moyens de sciences sociaux, les mettre dans des temps de réunion où ils devaient remplir des post-it pour moi et tout. Et ça devenait un peu insupportable en fait pour moi. Donc j'ai complètement arrêté, un peu à voir que là, ça me produit. Vu qu'on n'avait pas les moyens, ça produisait plutôt moins que plus. Et voilà. Donc attention au tout participatif, dans le sens où il faut le faire quand il y a les moyens pour le faire. Sinon, ça peut être pire que mieux. Enfin, moi, c'est vraiment mon opinion. Merci. Avant de prendre des questions, on va peut-être réagir sur ces deux premières questions. Tu peux prendre la parole. Alors, sur la première question, les chercheurs-acteurs, moi je collabore avec Guillaume Federel dans un programme spécifique. J'ai donc l'occasion de travailler avec Guillaume Federel. Moi je dis dans mon intervention, il n'y a pas de chercheur neutre. Hein. Donc après, il y a des chercheurs et des institutions de recherche qui peuvent se murer dans un mensonge, voire ou alors un déni, c'est-à-dire on est neutre, non, pas de politique chez nous. Nous, on fait notre recherche avec notre méthodologie. Non, en fait, tout ça, c'est situé socialement, culturellement, politiquement. Donc, voilà, il n'y a pas de neutralité. En revanche, le chercheur à l'institution de recherche doit travailler sur cette posture, ce positionnement-là, et faire sa recherche avec, et l'intégrer dans sa recherche, c'est une processus de recherche. Mais il n'y a pas de recherche neutre. Bon, là, c'est pas un discours militant, hein, c'est vraiment la littérature qui est là pour ça, hein, qui l'a démontré déjà, scientifique. Littérature scientifique. Donc voilà, donc après des chercheurs-acteurs, pour moi je suis totalement pour, mais il y a un risque en fait aussi, et je prends un exemple très concret. Dans une démarche, donc, un des terrains de ma thèse, c'est ATD Carmonde qui lance un programme de recherche en croisement des savoirs, donc c'est de la recherche participative, croisement des savoirs dans les années 90. Avec des personnes en situation de pauvreté. Hein. Donc il y avait les militants Carmonde en situation de pauvreté, il y avait les membres de l'association qui les accompagnent, les volontaires permanents de l'association, et des chercheurs. Donc savoir d'expérience, savoir d'action, savoir scientifique, académique, mixé dans une méthodologie très complexe, etc., pour faire du croisement. Donc les personnes en situation de pauvreté, donc à un moment dans un atelier avec des chercheurs, se retrouvent à discuter d'une thématique de recherche. Et les chercheurs disent, nous, on est là pour valoriser vos savoirs, chercheurs militants, on est là pour faire reconnaître le savoir des personnes en situation de pauvreté. Sur la situation de pauvreté, on est là, allez-y, quoi. On ne vous donne pas l'occasion de le faire, on valorise vos savoirs. Et en face, les personnes qui étaient présentes en situation de pauvreté disaient, non, nous, la valorisation de nos savoirs, on va le faire nous-mêmes. En revanche, nous, ce qu'on attend, c'est la chose qu'on nous a toujours refusée, c'est du savoir scolaire, voire académique. Nous, chercheurs, on vous demande d'intervenir dans un processus de recherche parce que vous devez nous apporter des savoirs que nous, on n'a pas, c'est les savoirs académiques. Donc, venez en tant que chercheur avec vos savoirs académiques. La posture militante, elle est le fait que vous soyez là à travailler avec nous, elle est déjà là. Mais en revanche, faites attention à la posture dans laquelle vous vous inscrivez quand vous travaillez avec nous, etc. etc. Donc, là-dessus, ça pose des questions. Il faut être vigilant.
Et sur la vigilance, j'en reviendrai à la recherche participative, je suis entièrement d'accord avec l'intervention d'Anaïs. Et dans les programmes de recherche participative qu'on essaye de mettre en place avec Expertise Citoyenne, on travaille notamment pour l'instant avec l'ADEME et quelques fondations privées à la Fondation de France dans un dispositif qui s'appelle CO3, co-construction des connaissances. On travaille aussi avec le Conseil régional de Bretagne sur son appel à projet de recherche participative, recherche et société. Et la question essentielle, elle est aussi celle que tu poses, c'est-à-dire, vous voulez faire participer les associations, on doit, mais il faut leur donner les moyens. C'est pas dans le cœur de l'activité d'une association de parler de la manière dont elle produit ses savoirs, de quel savoir elle a produit en interne, quel savoir elle a tiré son action, quel savoir elle réinjecte dans son action, etc. etc. Elle n'a pas le temps, l'association, je caricature un peu, mais elle doit avancer, quoi. Sur le terrain, les moyens sont très limités. Et donc, il faut donner les moyens pour ça, faire de la recherche participative, moyens en temps, en financement, et les compétences, bien évidemment, des chercheurs et les associations sont pas toujours compétentes pour faire de la recherche participative. C'est aussi pour ça qu'il y a aussi des dispositifs qui se créent maintenant pour accompagner à côté les chercheurs et les associations qui veulent faire de la recherche participative. Non, mais, enfin, moi je suis d'accord sur la vigilance. En fait, pour le coup, j'ai l'impression qu'il y a. En fait, par exemple, le champ de la sociologie des mouvements sociaux s'est beaucoup développé sur des chercheurs du coup qui, au début, étaient intéressés par la cause, voire étaient militants, puis sont devenus chercheurs. Et en fait, c'est des gens à la fin. En fait, les chercheurs, il y en a beaucoup qui se font plaisir. Hein. Ils se font plaisir. Ils adorent produire un peu de savoir, écrire. Et en fait, ça s'autonomise beaucoup des objets qu'ils étudient, des problématiques. Il y a un vrai risque. Et le truc, par exemple, de là, venez faire, voilà, nous on va valoriser le savoir, c'est-à-dire qu'après, nous on va faire des articles, nous on va aller dans des congrès pour les valoriser et tout. Il y a un vrai risque, c'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, ouais, faut penser aussi à un truc de. Les chercheurs, ça peut être des parasites et des vautours, enfin, il y en a, quoi, en fait, qui se font plaisir, quoi, vraiment. Et donc, en fait, il y en a plein. En fait, nous, ils sont tous militants, les chercheurs, hein, si on les écoute. Hein. Donc, oui, mais moi, je fais un peu en fait, un amalgame chercheur-universitaire. Non, mais enfin, voilà, donc je pense que c'est intéressant de se dire, attention, en fait, moi, je crois que de toute façon, je pense que la défiance a toujours des vertus politiques. Parce que du coup, on se pose la question et de dire, ah bah oui, viens. Je voulais juste rajouter pour vous dire que là, enfin, nous en fait, la boutique des sciences, on veut traiter, entre guillemets, des questions qui relèveraient de toutes les disciplines que les chercheurs sont en capacité d'entreprendre. Donc ça veut dire, dans la sociologie, on a beaucoup de demandes en sciences humaines, notamment en sociologie. Mais si on regarde le spectre des disciplines, enfin, je veux dire, si on va vers les physiciens, la physique, enfin, je ne pense pas qu'il y ait des physiciens qui travaillent avec des acteurs associatifs. Enfin, je ne sais pas si on le dit, mais il y a vraiment. Je pense qu'il y a des prises de conscience qui traversent certaines disciplines, alors que d'autres, je veux dire, c'est quasiment honteux de dire qu'on travaille avec des acteurs associatifs. Il y a des chercheurs, jamais ils s'associeront, parce que c'est contrevenir à l'objectivité de leur recherche, ça ne se fait pas, quoi. Donc on est quand même très loin, selon la discipline, on est très loin, quoi. Je veux dire, donc là déjà il y a ça, et donc après sur la posture, effectivement, nous, bon là c'est fini, sur la boutique des sciences, oui, ce sera diffusé. Ça sera coupé au montage. On est très, on est sur un fil en fait, hein, parce que effectivement, voilà, nous, notre point de départ, c'est de dire qu'on va traiter une question scientifique. Donc c'est ça qui permet aussi de faire ce rapprochement, ce travail, de dire que comment intégrer des acteurs de la recherche à des questions qui sont posées par d'autres. Quelle légitimité ont des personnes qui travaillent sur le terrain de poser une question qui est dite de recherche. Donc déjà là, on a un truc à faire du côté des acteurs académiques, hein, parce que c'est loin d'être évident pour tout le monde. Et
Et ensuite, comment on va se retrouver? Il y a quand même des questions de l'ordre de la méthodologie, de l'épistémologie, quand on travaille ensemble, c'est ce que tu disais, il y a des enjeux. Les acteurs associatifs, ils sont aussi traversés par des enjeux, et là, tu as donné aussi les enjeux des acteurs de la recherche qui sont quand même, voilà. Je pense que c'est bien que ça soit dit aussi. Et donc l'étudiant ou la personne en CIF, elle se retrouve au milieu de tout ça. Comment on l'accompagne pour qu'elle arrive à être dans sa posture en fait qui est de chercheur, mais de travailler en coopération étroite, c'est-à-dire de prendre en compte vraiment les connaissances de chacun et de ne pas tomber dans, je ne sais pas quoi d'ailleurs, je ne sais pas comment dire, mais oui, une instrumentalisation. Les gens aiment bien parler d'instrumentalisation, alors ça peut être des deux côtés. Et donc ça, c'est vrai que il y a des travaux qui ont été faits et on peut le faire, on peut arriver à le faire, donc c'est possible. Et il faut qu'il y ait aussi une volonté, effectivement, des deux côtés, je pense, de travailler en bonne intelligence et voilà, avec, dans un cadre défini. Vous êtes d'accord pour que ça se passe un cadre de travail collectif et que ce soit un peu plus serein, même si voilà, il y aura toujours des choses, comment elle ne va pas régler. Enfin, juste pour dire que du côté universitaire, enfin moi je suis pas chercheuse, hein, mais je vois très bien que voilà, nous on est déjà sur un fil. Voilà. Alors, je pense qu'il y avait Clément, après Clément. J'aimerais te poser une question. D'accord, mais Bruno, c'était au début, je pense avant. Donc, Bruno, Clément, Olivier et Gilles. Oui, moi, ma question, c'était plutôt de comprendre un peu ce qui nous a été présenté, comment ça s'intégrait dans l'environnement qu'on développe depuis longtemps sur les liens entre société civile, associations et universitaires. Et du coup, ma première question, c'est par rapport à la recherche participative, comment ça s'inscrit par rapport à ce qui est développé sur la recherche-action depuis longtemps, qu'est-ce que ça apporte, comment ça se relie. La deuxième question, c'était plutôt par rapport au type de sciences, comprendre un peu comment ça pouvait se développer et comment il y avait des interactions possibles, par exemple avec des... Apparemment, il y avait 3 boutiques, Université de Lille, nous on est par exemple sur on développe aujourd'hui une formation-action sur comment on met en place des organisations collaboratives, participatives, avec des gouvernances participatives. On fait ça côté opérateur-acteur, quoi, acteur. On réfléchit avec des acteurs sur les pratiques qui se mettent en place, comment ça se met en place, autour de la construction d'un guide méthodologique, de repère méthodologique. Je me dis finalement, est-ce que ce type de recherche-action pourrait s'inscrire dans un projet des sciences? Et la troisième, c'était plutôt sur la question du programme Univaso, et je me disais finalement quel lien il y avait avec tout le travail qui est mené aujourd'hui par les chaires de l'ESS. Finalement, est-ce que ça s'inscrit dans une relation avec les chaires de l'ESS et par exemple avec le réseau universitaire de l'ESS, dont je pensais aux dernières rencontres du RIUS qui ont eu lieu à Bordeaux, où on a eu par exemple un atelier qui était mené par la ville de nos frères sur les questions que tu poses, toi, sur la place du chercheur et comment l'approche de la sociologie en termes de chercheur dans une approche qui n'est pas forcément satisfaisante, avec des questions qui vont me dépasser complètement, trop théoriques et trop fondamentales, mais qui, je pense, t'auraient intéressé fortement. Du coup, voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment ce que vous nous présentez s'inscrit dans des liens de choses qui existent déjà et comment ça les ouvre. Déjà, merci d'avoir dit un mot, d'avoir commencé à dire un mot. C'est pas toi que je vais remercier le plus, mais tu avais quand même dit un mot, tu l'as dit, et je l'avais repéré. Je l'avais repéré, j'allais le laisser là parce que pour être franc, c'est quelque chose que je pense avant d'arriver ici, sur la recherche dans les associations. C'est là où je vais rejoindre ces trois personnes, c'est Thomas, je crois, c'est ça. Mais effectivement, depuis un petit moment, je me pose la question de comment allez s'articuler votre recherche au sein des associations, sachant que l'université est de plus en plus sujet à devenir rentable, à être financée par le libéralisme de plus en plus. Cette question n'a pas été posée, je pense qu'elle serait importante d'être posée.
parce qu'il me semble que votre champ de recherche est plus le champ de recherche qui appartient à la gauche. Si on veut faire du... si vous êtes chercheur, je suis plutôt politique, je suis donc... Vous cherchez, je suis prosélyte. Voilà. Donc, combien d'études vous arrivez à faire avec ce genre de financement quand le libéralisme en finance combien? Donc, quel poids vous représentez en termes de contrepoids dans la société? Est-ce que vous avez conscience que toutes les associations vous écoutent parce qu'elles ont l'impression d'être invisibilisées par la politique? Pensez-vous pouvoir remplir un rôle équivalent en termes d'aide à la transformation? Je te remercie vraiment. Hein? Question. Est-ce que oui, je pourrais arrêter de m'écouter, s'il te plaît? Merci. Je rejoins ta douleur dans la chair, je suis très fatigué aussi. Je voudrais savoir combien il y a de salariés dans cette salle au niveau associatif. Vous voulez lever la main, s'il vous plaît? Merci. On est quand même très nombreux. Je pense que ça serait bien d'inviter des militants associatifs. C'est pas tout à fait la même chose. Il en faudrait un peu de temps. Non, c'est pas ce que je dis. Un simple militant associatif. N'a pas un souci à casser. Est-ce qu'on peut arrêter de me couper, s'il vous plaît? Ah ouais, non, mais j'ai le droit d'être fatigué et de dire des choses. Après, t'as le droit de pas être d'accord et de prendre la parole. Parce que tout à l'heure, on m'a dit qu'il fallait pas que je la reprenne. Si vous voulez, je peux me taire tout de suite. Dans ce cas-là, ne parlez plus de démocratie ouverte au sein des associations. Dites pas que vous voulez inviter tout le monde. Parce que moi, ça fait 3 jours que j'entends ça. Mais à chaque fois qu'on nous expose des avis contraires, on a 3 directions assez salées quand même. Donc, sachant que je vous rappelle que vous avez moins en moins de militants, moins en moins de financement, et que ça, on n'en a pas parlé de hein? Mais je suis ni militant, enfin, je suis ni associatif, je suis ni politique. À la base, je suis un simple citoyen qui en a ras-le-bol que ça n'avance pas. Je vous l'ai dit en plus depuis le départ. C'est pas parce que là, les paroles sont un peu moins plaisantes que d'un coup, ça devrait devenir insupportable. Depuis 3 jours et plus. C'est un vrai sujet. Non, mais, c'est un vrai sujet, mais peut-être que. Ouais, non, mais c'est que je me fais attaquer depuis 3 jours dessus, donc j'ai le droit. C'est pas une attaque, et je pense que tu soulèves un sujet très intéressant. Et là, il nous reste une petite. Bon, alors, j'essaie de terminer ma question. Est-ce que vous pourriez m'interrompre, c'est possible? Merci. C'est partagé le temps aussi. Et oui, mais c'est pour ça. Ouais. Enfin, bah alors, je peux arrêter là. Merci. J'ai pas nié. J'ai essayé d'aller rapidement, en plus, mais c'est pas grave. Je garderai ma frustration. Non, ici, il faut plus démontrer que discuter, donc je le ferai pas. Merci. J'espère qu'on réglera ta frustration au déjeuner et qu'on pourra avoir un débat. S'il y a du vin, en plus, on pourra le faire dans les règles de l'art. Est-ce qu'il y a peut-être une autre question à prendre et puis après on y répond? Merci. Moi, je voulais revenir sur une phrase qui a été applaudie. Et c'est une phrase qui a été applaudie. C'est cette phrase qui dit qu'il faudrait supprimer les appels à projets. Et moi, je trouve que c'est passionnant parce qu'en tant que collectif des associations citoyennes, par exemple, c'est un sujet, à l'université d'été des mouvements sociaux à Nantes, dans un atelier qu'on a animé d'ailleurs avec Sciences citoyennes, je crois que c'était sur ce temps-là, une personne qui était journaliste en Bretagne, lui a conclu en disant s'il y avait un projet pour les élections à venir, ça serait de mener une grande campagne sur l'abolition des appels à projets. Et on dit, oui, cette question-là, elle existe. Et après, qu'est-ce que ça enclenche comme démarche du point de vue de la recherche? Quand on dit qu'il faut supprimer les appels à projets, il faut dire ce que produisent les appels à projets. Et ce que produisent les appels à projets, il faut le documenter. C'est ce que l'on fait d'ailleurs depuis plus de 10 ans en CAC, d'essayer de voir comment dans différents champs, les appels à projets ou d'autres mécanismes de ce type pèsent sur notre secteur associatif, et je dirais secteur associatif militant. C'est pas pour rien qu'on essaie de définir ce que sont des associations citoyennes, comment elles agissent dans la société. Par exemple, je vais faire 4 affirmations. Ces 4 affirmations, en fait, derrière, il y a un travail à produire derrière. Je veux dire, par exemple, qu'elles produisent une régression continue des libertés associatives, notamment en limitant leur capacité d'expression. Il faut aller chercher. Par quoi on déteste cette phrase-là? Je vais dire qu'elles produisent une marchandisation agressive, en plus, marchandisation agressive qui ne répond pas aux enjeux de société et aux enjeux écologiques, aux enjeux sociaux. Je vais dire qu'elles conduisent à une instrumentalisation organisée du secteur associatif, vidant totalement de son sens le projet associatif. Et puis, je vais dire comme 4e affirmation qu'elle produit des effets managériaux au sein des associations, une managérialisation libérale, et qui, appliquée aux associatifs, transforme en profondeur la nature même des actions des associations. Eh bien, au nom de ces 4 points-là, on peut dire que oui, effectivement, il y a légitimité
et argument à demander l'arrêt de ces dispositifs de commande publique sur les femmes qu'elles prennent, et on peut travailler en dehors, et l'histoire de ces mouvements associatifs montre qu'on peut travailler en dehors de ce champ-là. Mais pour arriver à cette affirmation-là, il y a un travail à entreprendre. Et ce travail, ce n'est pas uniquement de la déclaration politique, où on peut dire ça et d'autres pour nous apporter d'autres éléments, peut-être, hein, contradictoires. À mon avis, là, par exemple, quand on parle de recherche et de savoir associatif, les associations, en tout cas, c'est à quoi travaille entre autres le CAC, depuis ses origines, travaillent à ouvrir ces chantiers-là et à apporter des éléments de construction de ce qui pourrait être des éléments de réponse. Et là, à mon avis, il y a tout un sens du travail avec le secteur de la recherche académique ou non, surtout dans les démarches participatives, c'est là tout cet enjeu. Parce que derrière, pour formuler une revendication, il faut étayer en amont cette revendication. Moi, ça va être assez rapide. Je vais prendre en des mots plus doux ce que voulait dire Clément. Je viens des sciences dures, c'est-à-dire que j'ai un diplôme d'ingénieur en fait, et je m'aperçois que dans mon métier, de plus en plus d'étudiants doivent s'endetter, donc prendre des contrats avec des entreprises privées pour continuer à étudier. Je m'aperçois par exemple que Total a pris le contrôle sur le site de Polytechnique, sur le plateau de Saclay, et dans tout ce qui est science qui débouche directement sur de la productivité économique, le marché est là. Et il est en train de le bouffer. Je voulais savoir comment ça se vivait du côté des sciences molles, des sciences sociales. C'est juste une griffe comme ça. Et comment vous vivez est-ce que vous vivez cette pression? Comment vous la vivez et comment vous pouvez y parer? Vous avez fini, non? C'est une question très large, très ouverte. Comment on va résoudre la marchandisation de nos académies? Je crois qu'on pourrait consacrer la prochaine université d'été sur le sujet. Par exemple, là-dessus, un des trucs qui est intéressant, et par exemple, tu disais tout à l'heure que souvent le savoir scientifique, c'est celui qu'on utilise pour prendre des décisions. Pour le coup, en sciences sociales, je pense que c'est en grande partie pas vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un vrai... ceux qui font bien les sciences sociales ne sont de plus en plus pas écoutés, voire complètement disqualifiés par les décideurs, hein, l'islamo-gauchisme et tout ça. Là, aujourd'hui, on est dans un truc, c'est pour ça qu'il y a un enjeu à créer des alliances, et notamment entre les chercheurs des sciences sociales et le monde associatif, par exemple, face à justement un champ du pouvoir qui est complètement réfractaire aujourd'hui au vrai savoir de sciences sociales, en fait. S'il ne va pas dans son sens, quoi. Et donc ce serait une des formes de réponse là-dessus. Et après, voilà, sur les recherches, sur les appels à projets et tout ça, c'est vrai qu'on est... donc là, on essaye de faire ça, notamment sur les financements municipaux à Lille. On a un projet là-dessus en ce moment, tout ça. Et bon, il y a un enjeu d'open data, par exemple, du coup, hein, sur le financement, tout ça. Et puis mais c'est vrai on est très... moi, je suis très étonné de cette naturalisation d'un instrument qui est vraiment très récent, quoi, en fait. Hein. Le projet, il a été imposé au monde associatif, finalement, à partir du début des années 2000, vraiment. Il était là avant, mais et à quel point, aujourd'hui, il y a quand même des naturalisés et tout ça. Et il n'y a pas de socio-histoire, en fait, qui a été faite scientifiquement. Oui, je voulais juste faire une petite remarque sur, par exemple, la question des universitaires et de l'engagement des universitaires. La Maison de la décroissance à Clermont-Ferrand est menée par un économiste qui est prof à l'université Clermont-Auvergne. Et une des participantes à cette Maison de la décroissance a été embauchée par Michelin, justement, sur ces problématiques de décroissance. Ça veut dire que même des entreprises comme Michelin s'intéressent aux conséquences que pourront avoir pour eux cette notion de décroissance. Ben voilà, il y a peut-être encore des... On est arrivé, il est midi, mais on se proposait de se donner 10 minutes supplémentaires si vous êtes d'accord, pour laisser
la possibilité de répondre aux questions qui ont été posées. Cyril, Bah oui, il y a plein de questions. En fait, c'est hyper intéressant. Ça montre aussi que je pense qu'il faut créer de nouveaux espaces pour continuer cette discussion-là, parce que bon, on ne pourra pas répondre à toutes les questions que vous soulevez qui sont hyper pertinentes en fait. Je vais essayer de les répondre très vite, hein, mais sur la recherche participative telle que je l'ai définie tout à l'heure, comment elle s'intègre avec d'autres pratiques qui existent aujourd'hui et qui ont pu exister avant, etc. En fait, nous, on est assez clair sur le fait que notre terme, c'est le nôtre, mais si d'autres veulent en utiliser d'autres, c'est pas un souci. Donc, aujourd'hui, pour la définition que j'ai donnée, parfois, il y a d'autres acteurs qui vont utiliser recherche action participative, sciences citoyennes, ou sans s'en fiche un petit peu. C'est pas un problème, on n'a pas un brevet sur le nom. En revanche, tout ce qui nous intéresse, c'est l'enjeu politique qu'il y a dans ces pratiques-là. Et pour nous, il est clair que la recherche qui s'inscrit les chercheurs qui s'inscrivent en recherche participative ne font pas de la recherche extractive. Hein. Ils sont là au service du bien commun. Voilà. Donc, et pour ça, il faut des méthodes. En fait, les bonnes volontés, et on sait, par expérience qu'on le sait maintenant, hein, il y a différents dispositifs qui ont financé ces recherches-là, institutionnelles. Par expérience maintenant, on sait que les bonnes volontés de départ des chercheurs, des associations à travailler ensemble, ça ne suffit pas. Il faut des compétences, on l'a évoqué tout à l'heure, il faut des méthodes, il faut du temps, des moyens humains, etc. Et financiers, et ouais, important, la finance, enfin le financier. Et donc pour nous, l'enjeu, il est aussi sur comment procéder, et pour ça, il faut effectivement que les acteurs soient impliqués sur tout le processus de recherche. Il faut que la question de recherche, elle soit soulevée ensemble, et par exemple, les pratiques de recherche-action, pour certaines, parce que c'est très diversifié, ça peut être une intervention d'un chercheur avec ses propres méthodes au cœur d'un groupe social pour apporter une aide à un groupe social. Mais pas forcément en utilisant le savoir du groupe social pour autant. Donc du coup, il y a aussi ces enjeux-là qui sont pour nous importants. C'est-à-dire que le rapport de domination doit être un point de vigilance permanent, parce qu'il y aura toujours des rapports de domination. Mais ça doit être un point de vigilance permanent pour le réduire au maximum, en permanence. Et la domination n'est pas toujours dans le même sens. Ce n'est pas toujours les chercheurs qui dominent. Il est parfois, vous verrez que c'est plutôt les associations qui vont dire aux chercheurs, on a besoin là, on va gérer, merci, reviens quand tu as tes résultats. Et donc ça aussi, les rapports de domination sont dans les deux sens, et il faut voir les choses avec de manière symétrique par rapport aux acteurs. J'essaie de faire court. La recherche participative face au libéralisme, c'est peanut la recherche participative, quoi, en termes de financement et en termes d'impact, clairement, face au néolibéralisme, au libéralisme, aux forces répressives étatiques, on peut parler. Hein. Il y a le modèle économique, mais il y a aussi l'enjeu politique, l'État, liberté associative comme liberté individuelle et liberté collective. Aujourd'hui, c'est pour ça que je parlais de démocratie dégradée quand même tout à l'heure, parce que vous êtes diplomate, mais bon, voilà, il n'y a pas que les acteurs économiques qui nous massacrent et qui nous matraquent. Hein. Voilà. Donc, non, la recherche participative, clairement, avec les moyens qu'il y a et les espaces pour la développer aujourd'hui, c'est pas la recherche participative avec son envergure actuelle qui malheureusement changera les choses. Mais moi, je suis pas pour porter un modèle unique. Il faut diversifier. Enfin, la multiplicité du CAC, voilà. Il faut que ce soit partout en fait. Il ne faut pas porter un modèle unique en disant on va l'appliquer, nous on a la solution, on l'applique là. Non. Voilà. La recherche participative, c'est un moyen et ça doit être combiné à plein d'autres. Enfin, c'est mon avis personnel. Les appels à projets, bien sûr. Sciences citoyennes est bien sûr favorable à un combat collectif sur trouver des alternatives parce qu'en fait, dans le plaidoyer contre les appels à projets, il faudra nécessairement, je suppose, qu'on avance en même temps des alternatives. En fait, si on avance juste pour arrêter l'appel à projet, ils vont juste nous dire en face, on arrête les appels à projet, mais du coup, on ne finance plus alors. Attends, on a trouvé d'autres moyens, tu nous finances, continue à financer, tout ça, mais donc voilà. Et la pression, c'est des marchés sur Sciences Moll. Moi, j'ai un exemple, c'est après les attentats, il y a une commande de très haut vers le CNRS qui dit on n'a jamais de sous pour la recherche scientifique, mais là on en a trouvé là, il y a 1 million. Monsieur Fuchs, président du CNRS, vous allez nous prendre un programme. On a 1 million pour faire travailler les chercheurs sur la radicalisation. Voilà, on a 1 million. Vous nous renvoyez là tout de suite parce qu'on a besoin de savoir ce qui se passe dans les quartiers
et on utilisera ça pour la réputation à plus tard. Voilà. Donc, il y a un rapport ambigu, et ça, ça a toujours été, en fait, entre politique et la recherche scientifique, il y a un rapport hyper ambigu, et ça peut, et moi j'ai tendance à dire aussi à des chercheurs qui s'intéressent par exemple aux ZAD ou autres, etc., je leur dis, ne mettez pas les pieds là-bas. Voilà. Vous laissez faire le social, vous le laissez vivre, mais vous n'allez pas publier des articles sur ce qui se passe là-bas. Voilà. Parce que si on met des barrières pour pas que les flics aillent sur ce territoire, c'est pas pour que des chercheurs viennent chercher, collecter et pondre des articles sur des revues, dans des revues publiques, etc. Voilà ce qu'on a observé, voilà les rapports de force qu'il y a sur place, voilà les tensions qu'on trouve sur les armes, machin. Et derrière, c'est du pain béni pour les forces répressives. Donc, voilà, c'est mon avis très personnel. Très bien. Là, à la question qu'on s'était posée initialement, qu'est-ce que la recherche, qu'est-ce que le monde associatif fait pour la recherche et vice-versa, on voit qu'on est loin d'avoir épuisé le sujet, et il y a beaucoup de choses qui ont été échangées. Il me semble que parmi toutes les choses qu'on peut retenir, ça a été dit, je pense, deux fois même, la nécessité de créer des espaces pour continuer à en discuter. La nécessité de repenser aussi une approche plus démocratique des sciences académiques et de la production de connaissances. Ça, c'est important. Il y a un enjeu de démocratie, de justice sociale. Et donc, les sciences ne sont jamais neutres, que ce soit la physique ou les sciences dites molles, donc les sciences humaines et sociales. Donc, il y a peut-être aussi cette chose-là. Peut-être que c'est ce qu'on peut se dire, c'est que notre rôle en tant qu'associatif, c'est aussi de mettre le nez dans ce milieu-là pour dire, mais voilà, les sciences sont politiques et on doit s'en occuper. Et il me semble qu'il y a un autre point, alors c'est très démocratique parce que c'est moi qui ai le dernier mot et du coup je peux retirer les idées que moi j'ai retenues, c'est très gentil, mais je pense qu'on pourra continuer cette conversation au déjeuner, mais il y a la question de se donner les moyens de faire, ça ne bricole pas en fait. Ça s'expérimente, on peut réfléchir, on peut en discuter, mais si on veut vraiment passer à l'action, il y a des moyens. Les moyens sont très restreints. Les moyens de la recherche fondamentale sont restreints. Les moyens des assos sont restreints. Alors, vous faites rencontrer deux mondes sociaux qui ont des moyens restreints, ça fait quand même deux couches de galère. Donc, comment on fait pour se donner les moyens, en fait, de financer ces expérimentations-là? On en a parlé aujourd'hui avec Marianne, on est au poste FONGEP Recherche, qui est un cofinancement de budget pour des expérimentations TOSI, pour des expérimentations de rapprochement entre le monde académique et le monde associatif, qui ne passe pas que par la recherche. Il y a plein d'autres manières de faire ce rapprochement. On peut organiser des cafés ensemble, des discussions, on partage des savoirs, on peut coécrire des papiers. Donc il y a plein de manières de... Ces financements-là sont menacés aujourd'hui. On n'est pas sûr que le FONGEP Recherche sera reconduit, on n'est même pas sûr que notre existence déjà un peu précaire, c'est un cofinancement à hauteur de 14 000 € je crois, sur 3 ans renouvelable 3 fois, c'est déjà énorme en fait par rapport à ce qui n'existait pas avant. Ça, c'est pas garanti. Donc, ouais, il y a aussi cette notion-là. Non, parce que, juste, excuse-moi, c'est pas que ça n'existait pas avant. Avant, il y avait un financement pour des chercheurs et des financements pour des postes dans les associations. Et là, on dit aux gens, vous allez faire les deux en même temps, quoi. Donc, en fait, c'était déjà une réduction des financements. C'est déjà en parfait. Voilà, c'était pas que ça n'existait pas avant, c'est qu'en fait, on n'a rien créé de nouveau, là. En fait, on a fait un tour de passe-passe une fois de plus, quoi. Oui, non, mais on peut le dire, quoi. C'est le bon taux généralisé à chaque fois, les financements. Donc, c'est comment on va faire croire qu'on crée un nouveau dispositif qui, en fait, en détruit deux au passage. On prend dans la pièce commune pour... Bah ouais, non, mais mais c'est pas une création, quoi. C'est une destruction déguisée en création. Enfin, faut le dire, quoi. Du coup, écrivons un truc à ce sujet parce qu'on écrivons un papier, si vous êtes d'accord, on fasse remonter cette info à la fois de ce dispositif, de sa précarité, mais aussi de d'où il vient, enfin, c'est important. Et en fait, ça vient à un dernier point, je pense qu'il est important, c'est de se dire que la recherche, et notamment la recherche participative, c'est un moyen qui doit être combiné à bien d'autres. On se réapproprie les savoirs, pour s'émanciper, pour prendre du recul, pour objectiver, et donc que ça ne se suffit pas en soi, et que ça se combine, ça se travaille, ça évolue, quoi. Enfin, c'est ce que je retiendrai de l'aujourd'hui. Je vous remercie parce qu'il y a déjà beaucoup à faire et qu'on peut dire parfois on a autre chose à faire que de faire de la recherche, et en fait non, la recherche c'est déjà aussi pour faire ce qu'on fait sur le terrain, vraiment en soi. Voilà.